Différente mais proche, indispensable mais pas toujours fiable, la Russie est un partenaire très particulier pour l'Union européenne. Et 2007 sera une année charnière pour tester ses relations de bon voisinage. À la fin de l'année, l'accord de partenariat et de coopération qui lie les deux puissances arrivera à expiration. Pour en négocier un nouveau, les deux parties n'attendent qu'une chose, la levée du veto de la Pologne. Si Varsovie le maintient, l'accord actuel pourra être prolongé, mais personne ne le souhaite vraiment. Le député russe Vladimir Rychkov. Je suis clairement favorable à une préparation, une élaboration et une ratification rapide du nouvel accord stratégique. Parce que l'actuel, que je trouve très important et qui a pleinement joué son rôle, est désespérément périmé aujourd'hui. Depuis son adoption il y a 10 ans, la Russie a énormément changé. Elle a été reconnue par l'Union européenne en tant qu'économie de marché et elle a de bonnes chances d'entrer dans l'OMC cette année. Si cela se produit, 90% des articles du chapitre économique de l'accord actuel n'auront tout simplement plus aucun sens. Entré en vigueur en 1997 pour une période de 10 ans reconductible, ce texte fixe les grands objectifs, établit un cadre institutionnel pour les relations bilatérales et détaille les domaines de ce partenariat, économie, commerce, justice, énergie, nucléaire, espace, éducation, culture, sciences et technologie. Dans la hiérarchie des accords internationaux de l'Union européenne, il occupe l'un des rangs les plus bas. C'est un accord de coopération. Nous coopérons, mais c'est tout. Vladimir Rychkov est le président de la commission Russie dans une Europe unie, qui réunit de grandes personnalités politiques, des scientifiques, journalistes et autres observateurs des deux blocs. Fin janvier, ils ont tenu une conférence. Leurs recommandations sont transmises à la Douma et largement prises en compte par l'équipe officielle qui négociera le futur accord. Dans la première partie du document, la partie politique, nous devons définir des mécanismes et instituts de coopération beaucoup plus avancés que ceux qui existent actuellement. La deuxième partie devrait, elle, être consacrée aux 4 espaces communs et la troisième partie aux différents secteurs économiques, l'énergie figurant en première place. L'énergie est pour les Européens une priorité du futur accord et pour cause, d'ici 2030, l'Europe devrait importer 70% de son énergie depuis la Russie. Le pays se refuse à ratifier la charte sur l'énergie telle qu'elle existe, ce qui l'obligerait à ouvrir l'accès de ses gazoducs et oléoducs à des opérateurs étrangers. Le vice-président de Gazprom, le monopole produisant et distribuant le gaz russe, nous livre sa conception du dialogue énergétique russo-européen. Personne ne remet en cause la nécessité d'un tel dialogue. Mais malheureusement, pendant très longtemps, il a été unilatéral. Les intérêts de la Russie en tant que producteur et fournisseur d'énergie n'étant pas véritablement pris en compte. La charte sur l'énergie et le protocole qu'elle contient sur le transit de l'énergie sont très discutés et contestés avec force et ne seront pas ratifiés par la Russie sous leur forme actuelle. Je suis certain de cela parce que l'approbation de ces documents nuirait aux intérêts de la Russie, les intérêts d'un producteur et d'un fournisseur d'énergie pour l'Europe. L'eurodéputé Camille Eurlings, président de la commission UE-Russie au Parlement européen, voit dans ce futur accord une forme de contrat. Et il souhaite que la clause principale avant même l'énergie soit consacrée aux droits de l'homme. La raison pour laquelle l'Europe accorde autant d'importance à ce contrat, cet accord, est qu'il ne traite pas seulement des questions économiques, mais aussi des questions des droits de l'homme et de la démocratie en Russie. C'est très important parce que nous croyons en Europe qu'un partenariat stable peut seulement s'accomplir lorsqu'il unit des pays qui partagent les mêmes valeurs. Nous avons une position forte et nous devrions en profiter pour mettre ces sujets difficiles sur la table. Nous parlons ici des droits de l'homme et de la démocratie, mais ces derniers mois ont montré qu'y compris dans le domaine économique, dans lequel notre coopération était auparavant aisée, il y a de nombreux aspects difficiles à discuter. Car il n'est pas possible que la Russie fasse des affaires grâce à nos structures énergétiques en Europe et qu'en même temps elle refoule de ses champs pétroliers des compagnies comme Shell ou British Petroleum. C'est au Parlement européen et à la Douma que reviendra le dernier mot sur le futur accord. Le chef de file des libéraux démocrates européens, Graham Watson, demande lui aux pays de l'Union de ne rien signer tant que la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression ne s'améliorera pas dans le pays. Je pense que c'est pour l'Union européenne une occasion unique d'avoir un dialogue sérieux avec la Russie sur les droits de l'homme.
Nous avons parlé d'Anna Politkovskaya, mais elle est la 25e personne parmi des journalistes, des hommes d'affaires et d'autres à avoir été assassinée dans des circonstances étranges. La Russie et l'Union européenne ont besoin d'avoir des relations. Plus de la moitié des échanges commerciaux de la Russie se font avec l'UE. L'UE dépend de la Russie pour une grande partie de son gaz naturel et une partie du pétrole que nous importons. Alors je pense qu'au final, nous aurons un nouveau partenariat stratégique. Mais j'espère qu'en retour, nous verrons des améliorations dans le respect des droits de l'homme et le développement de la démocratie en Russie. Des mésententes, des tensions, il y en a eu, en particulier durant et après l'élargissement à l'est de l'Union. Mais les signes d'une confiance mutuelle ont aussi émergé. L'an dernier, l'UE et Moscou ont signé un accord facilitant la délivrance des visas d'un côté comme de l'autre. Un pas de plus dans la mise en place des espaces communs. Ils sont au nombre de 4, un pour l'économie, un pour la liberté, la sécurité et la justice, le troisième pour la sécurité extérieure et le dernier pour les échanges dans les domaines de la recherche, l'éducation et la culture. La Lettonne Tatiana Ždanoka a vécu en observatrice attentive les hauts et les bas du tandem. Russophone, elle se pose en défenseur des droits des minorités en Europe. Celle issue de Russie compte près de 6 millions de personnes. Ma préoccupation, c'est de savoir comment aider les Russes qui vivent en Europe à avoir des emplois en adéquation avec leur formation et comment faire en sorte que les diplômes des universités russes soient reconnus dans l'Union européenne. Ces questions ne sont pas simples et j'espère qu'elles se reflèteront dans le nouvel accord de partenariat et de coopération. Mes électeurs sont aussi particulièrement intéressés par une simplification des formalités pour leur voyage en Russie. Les pays baltes ont visiblement modifié le statut de la communauté russe dans l'Union. Les russophones, une population traditionnelle des pays baltes, sont devenus une minorité nationale officielle de l'Union européenne. Pour les Européens comme pour les Russes, le nouvel accord de partenariat et de coopération doit clairement être orienté vers l'avenir et couvrir les 10 à 15 prochaines années. Vladimir Rychkov y voit un test sur la capacité de rapprochement des deux grands voisins. Si au cours de ces 10 années, nous parvenons à édifier des espaces communs, si nous parvenons à intégrer davantage différents secteurs de l'économie et à développer des règles communes, cela constituera déjà une forme d'association entre l'Union européenne et la Russie. Et dans ce cas, nous pourrons commencer à envisager peut-être aussi une intégration politique. Aucune ambiguïté cependant, la Russie n'a pas l'ambition de devenir un État membre de l'Union européenne, pas plus que l'Union n'a la volonté de l'intégrer en son sein. Mais l'une comme l'autre ont conscience qu'elles devront aller de l'avant main dans la main, un chemin forcément jalonné de compromis.